Pour faire sa marque dans une ville, il faut être audacieux, et c'est ce que Claude Cormier a réussi à faire. Claude Cormier est un architecte paysagiste, mais ce qu'il fait, c'est de l'art. Il crée des espaces publics urbains. Parmi ses projets, les boules roses qui traversent le village gay à Montréal, les plages urbaines de Toronto, Montréal et bientôt Kingston, et les champs de marguerites et de pavots qui ont agrémenté les espaces extérieurs du Musée des beaux-arts de Montréal. Rien n'indiquait que le jeune Claude allait faire carrière dans la grande ville. Après avoir grandi sur une ferme au Québec, Claude fait des études en agronomie à l'Université de Guelph. Il découvre ensuite l'architecture du paysage à l'Université de Toronto. Quelque temps après, il rentre à Montréal pour fonder sa compagnie. Et de projet en projet, Claude Cormier est devenu une référence dans son domaine. Claude Cormier, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte paysagiste. Maintenant, quand je pense à cette profession-là, je pense, c'est quelqu'un qui peut organiser mes plates-bandes puis faire un patio. Il faut dire que c'est pas tout à fait ça que vous faites, n'est-ce pas? Pas tout à fait. C'est beaucoup plus que ça. On travaille principalement sur l'urbain dans la ville. Alors, on travaille à organiser des morceaux de ville, des places publiques, des rues, positionner des bâtiments dans des ensembles, et ce qui fait qu'on crée un genre d'ensemble. Alors, c'est tout ce qui touche l'aménagement urbain en tant que tel par le travail du paysage. Maintenant, vous avez étudié en agronomie au départ. Je pense que vous avez grandi sur une ferme. Comment est-ce qu'on passe de l'agronomie à ce que vous faites en ce moment, qui est on ne peut plus urbain? Bien, c'est quelque chose qui a évolué à travers ma pratique. Effectivement, oui, j'ai grandi sur une ferme. J'ai étudié en agronomie dans l'idée de faire de la génétique de plantes. Mm-hmm. Mon rêve plus jeune était d'inventer une fleur, une rose. Mm. Et une fois complété mon cours de baccalauréat en agronomie en Ontario, j'ai réalisé que les sciences et moi n'étaient pas très compatibles, mais j'avais toujours eu un attrait pour le paysage, l'aménagement du paysage à l'époque, qui était effectivement des jardins plus de ce qu'on connaît habituellement dans des jardins traditionnels, résidentiels. Et lorsque j'ai commencé à étudier à l'Université de Toronto en paysage, je suis arrivé en ville. Hein? Tu pars de la campagne et tu te ramasses au centre-ville de Toronto. Ce fut tout un éveil, une découverte, et je suis tombé en amour avec la ville, avec l'urbanité. Et au cours de mes études en paysage, effectivement, j'ai appris à reconnaître c'était quoi la ville. Et mon idée de paysage, de jardin résidentiel s'est transformée en travaillant avec le concept de la ville. Et pour revenir à l'idée de la génétique de plantes, c'est ce que je fais avec du paysage, c'est d'inventer des nouvelles façons de travailler puis de concevoir des jardins. Donc, ça revient quand même au point de départ. Quand vous avez commencé dans le paysagisme urbain, est-ce qu'il y en avait beaucoup qui se faisaient à ce moment-là? Parce que ça fait quand même un bon bout de temps que vous faites ça. Oui, ça a toujours existé. Tu sais, à Paris, avec Haussmann, où est-ce qu'il a démoli des secteurs de ville pour créer des immenses avenues. Central Park à New York, l'idée du Mont-Royal, High Park à Toronto. Tu sais, de créer ces grands parcs dans des milieux urbains, c'est travailler le paysage urbain dans nos villes. Maintenant, qui vient vous voir pour créer ces installations, ces parcs urbains? Qui sont vos clients? On en a toutes sortes. On a des municipalités, on a la ville de Toronto, la ville de Montréal, on travaille avec des universités, on travaille avec des corporations, aussi des Toronto Waterfront, le Vieux-Port, toutes sortes et beaucoup de promoteurs, des développeurs immobiliers qui, par exemple, à Toronto, créent des immenses complexes immobiliers, des tours. Et c'est de créer, effectivement, et de travailler avec les architectes, l'ensemble de ça. Quand on vous arrive, puis on dit, Claude, j'aimerais que vous nous fassiez une installation, vous partez d'où pour trouver le concept magique? On part du site, puis du contexte dans lequel on est, et de là, une idée apparaît. Puis à chaque fois, on a toujours peur qu'elle n'apparaisse pas, mais elle apparaît toujours. Et quand on arrive sur un site, est-ce qu'on veut partir de zéro
ou est-ce qu'il y a une importance d'utiliser un peu l'environnement qui entoure le site qui verra le jour? C'est jamais la même chose. Je sais que la manière que nous, on travaille avec mon équipe, on est... je dirais pas qu'on n'est pas des amoureux de la nature, mais on est plus des gens qui sont touchés par la dimension culturelle des choses, la culture. Et c'est à partir de ça, effectivement, qu'on est capable de construire des paysages dans lesquels on vient intervenir en ville. Peut-être un exemple? Ben, peut-être effectivement les boules roses, hein, sur la rue Sainte-Catherine-S. C'était un secteur de ville qui est quand même assez difficile au niveau urbain, en termes de problèmes d'itinérance, problèmes de drogue, problèmes de tu sais, c'est pas un lieu qui était toujours heureux. Et c'était capable de créer quelque chose qui donnerait une humeur positive à ce secteur-là. Et on l'a fait effectivement en installant un ruban rose au-dessus de la rue qui fait qu'on est capable de continuer les mêmes fonctions qui existent sur la rue, mais de donner une humeur positive et que les gens puissent se reconnaître dans ce secteur-là. Puis on n'a jamais utilisé un élément de nature là-dessus. Mais en même temps, on reconnaît la nature du secteur. Tu sais? Alors, c'est le village gay. Alors, on ne s'est pas gêné. On a pris la couleur rose, dans lequel on ne veut pas faire référence au genre, mais en même temps, on ne peut pas l'ignorer. Alors, on l'a tout simplement, on l'a plus qu'accepté, on l'a marqué. Puis ça fait maintenant 3 ans qu'on l'installe et c'est devenu un genre de brand à Montréal, les boules roses, dans le village. Et pour moi, c'est du paysage urbain en tant que tel, parce qu'on travaille sur une dimension qui est à l'extérieur des bâtiments. Ça pourrait être des fleurs, ça pourrait être des arbres, mais dans ce cas-ci, c'est un élément artificiel, mais qui touche exactement le contexte dans lequel on est. Est-ce qu'il y a eu des détracteurs? Oui. Plein. Question de sécurité, les pompiers. Au départ, le projet n'avait pas été accepté par la ville, il avait été refusé. Parce que c'est des choses nouvelles. Souvent, effectivement, dans le travail qu'on fait, on est toujours à la limite de ce qui a été fait ou a été accepté ou reconnu. Donc, on bouscule. Puis c'est sûr qu'à bousculer, il y a des gens qui à un certain moment donné, sont pas prêts et ont des réserves, ce qui est normal. Et c'est ce qui est arrivé avec la ville. Mais on a été capable quand même, à travers toutes nos négociations, d'obtenir leur approbation, leur appui et leur confiance pour le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, ils en sont très fiers parce que ça a une grande portée aussi sur le point de vue du tourisme. Et c'est quelque chose qui est maintenant attendu durant l'été, que les boules reviennent pour créer effectivement un genre d'affluence plus importante. Donc, c'est pas juste une question de décor, mais c'est beaucoup plus une portée avec plusieurs dimensions. Une des installations qui a fait un peu votre renommée, n'est-ce pas, c'est les boules roses à Montréal. Les voici en photo. C'est quoi le concept là, qu'on voit là? Bien, c'est un ruban qui est composé de 170 000 boules roses. C'est comme des boules de Noël. C'est des boules de Noël. Mais on les a fait fabriquer spécialement avec une couleur Pantone. On a 5 différents types de roses, 5 différentes grosseurs qu'on a enfilées sur des rubans. Puis on a 3300 rubans qui couvrent 1 km de long, qui est 6 mètres au-dessus dans la rue, accrochés sur 2 rangées de poteaux fil d'acier et qui suspend tous ces éléments-là. Et c'est les mêmes boules d'année en année. Comme vous dites à Noël, ben on ressort les mêmes boules pour l'arbre souvent, mais on sort les mêmes boules pour le ruban dans le village. D'où vient l'idée de ces magnifiques boules ici, dans ce bout de rue? L'idée était effectivement de prendre, plutôt que de faire l'installation au sol, parce que chaque fois que tu utilises le sol en ville, c'est difficile, parce que tu as de la livraison, tu as de la police, tu as du stationnement. Hein, il y a plein de... On a toujours des contraintes pour se faire dire non. Alors on a décidé qu'on allait prendre l'œuvre, qu'on allait la monter 6 mètres dans les airs, où est-ce qu'on aurait moins de difficultés. On s'est peut-être trompé un petit peu, mais ça a quand même libéré le sol. Mais ce que ça fait, ça nous fait une canopée qui nous enveloppe et qui fait qu'on a un sentiment
On est dans quelque chose. Pourquoi vous dites qu'on s'est peut-être trompé un petit peu? Parce qu'effectivement, l'aérien est aussi problématique en termes d'acceptation. Prenons par exemple en cas d'incendie. Lorsque les pompiers arrivent, il faut qu'ils déploient leur échelle. Alors, il faut être capable de démontrer qu'on est capable de couper les fils rapidement pour ne pas entraver à la sécurité. Le ruban a 1 km de long. On part de la rue Saint-Hubert jusqu'à la rue Papineau. Et on en a un petit ruban à tous les 50 cm. Oui, ça a un impact positif. Il y a plus de monde durant des événements, des gros week-ends. La rue, elle est pleine. Les terrasses sont pleines. Les touristes, les autobus de touristes passent, s'arrêtent, prennent des photos. Les gens viennent se promener. T'sais, on n'est plus juste dans le village gay. C'est comme si le ghetto s'est ouvert aussi à la ville. J'ai lu que votre philosophie par rapport à votre travail, c'est artificiel, mais vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est abstrait pour moi, ça. Bien, c'est abstrait, oui. Mais c'est que souvent, je trouve qu'on est... aujourd'hui, on est de plus en plus... On est entouré de choses qui se prétendent naturelles, mais qui sont totalement artificielles, mais il y a du faux. Puis quoi de pire que de... Tu sais, l'authenticité, aujourd'hui, je pense que c'est une valeur qui est de plus en plus importante. Alors, dans le travail qu'on fait, quand on travaille sur l'artificiel, on veut pas faire semblant que c'est du naturel. Alors, pourquoi peinturer de la pelouse qui aurait de l'air verte pour dire qu'elle est naturelle, mais quand dans le fond, elle est fausse? Alors, on pourrait la faire bleue. Et justement, vous utilisez beaucoup de couleurs. Oui, puis la couleur, souvent, quand on commence, le travail sur la couleur qu'on fait, c'est quelque chose qu'on a développé avec les années, sans savoir qu'effectivement, on avait touché sur un élément très sensible. Pourquoi les piscines, par exemple, sont toujours bleues? Qui a dit qu'une piscine dans laquelle tu te baignes est bleue? Pourquoi qu'on ne pourrait pas se baigner dans une piscine jaune? Ça pourrait être pas pire. Ouais. Une piscine blanche. Il y a des piscines noires. Hein, les autobus. Il y a toujours des éléments qui sont comme des codes acceptés. Et lorsqu'on commence à jouer sur ces éléments de couleur-là, c'est incroyable comment on bouscule le sens de la perception. Puis lorsqu'on le bouscule, bien là, des fois, on découvre des choses qui te permettent de changer ton regard. Juste ça. Puis une fois que tu changes de regard, bien, ça peut t'amener ailleurs. Je pense que le travail qu'on fait, c'est là qui limite, mais il y a une réponse. Les gens, en général, répondent très bien. Et même des fois, répondent de façon négative, mais ça devient comme des éléments de controverse et c'est ça qui est intéressant. Et dans votre travail, le contraire est vrai également, dans le sens que vous utilisez les couleurs qui représentent la vraie chose que vous représentez, mais avec des formes différentes. Je pense au jardin de Marguerite ou au jardin de Coquelicot, par exemple. Oui, belle observation. Effectivement, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, sur l'avenue du Musée, ce champ de Marguerite-là qu'on crée, hein, le champ de Marguerite, c'est jaune et blanc. Alors, on utilise un élément artificiel pour le marquer parce qu'on vient comme les coller sur la rue avec ces petits autocollants autoroutiers-là qui est utilisé quand on fait du lignage temporaire après la construction d'une route. Mais dans la façon qu'on les assemble, le champ de fleurs réapparaît. Alors, dans ce cas-là, l'artificialité n'est pas dans la couleur, mais c'est dans la matière. Alors, c'est toujours ces jeux-là, c'est subtil, mais il y a toujours juste un élément de l'équation qui est permuté, tout se transforme. C'est ça qui est merveilleux. Vous êtes aussi, je pense, je ne sais pas si on peut appeler ça une niche, mais vous êtes aussi fait une réputation au niveau des plages urbaines. Hein, très tendance depuis un certain temps. Oui. Vous en avez créé 2 à Toronto, une ici à Montréal, et il y en a d'autres en chantier à Kingston, à Toronto également. D'où vient l'idée d'avoir une plage urbaine, qui n'est pas une vraie plage? Bien, oui, c'est une vraie plage, parce qu'il y a l'expérience de la vraie plage, c'est le contexte qui est différent. On est dans un contexte urbain dans chacune de ces plages que vous avez nommées, à Sugar Beach, HTO à Toronto, la plage de l'Horloge du Vieux-Port de Montréal. On est au centre-ville. Hein? Et les plages au centre-ville qu'on connaît, récemment j'étais à Chicago, et on peut dire qu'il y a des plages urbaines. Lorsqu'on a créé la première en 2002, qui a maintenant 10 ans, plus que 10 ans, on s'était basé sur la première qui est apparue à Paris, Paris-Plage,
où est-ce qu'on fait des plages temporaires pour l'été, pour les gens qui n'étaient pas capables de sortir de la ville, tu sais, une notion démocratique, et de fermer les rues le long de la Seine. Il amenait du sable, des transatlantiques, des parasols, des palmiers. Puis il faisait un genre de stage. Il y avait un genre de Oui, stage. on avait l'impression d'être dans un film, finalement, Oui. quand on allait là. Pendant 2 mois, avec des buvettes, des cantines, et le monde sont venus en grande, grande quantité. Nous, quand on faisait la première plage à Toronto, c'était un concours. On a emprunté cette idée-là, mais plutôt que de le faire temporaire, on l'a fait dans l'idée de la permanence. Mais c'est aussi dans cette idée de démocratie-là. C'est pas tout le monde qui ont des chalets. C'est pas tout le monde qui sont capables de sortir de la ville, puis qui ont la capacité et l'endroit où aller. Alors, l'idée de prendre ton vélo, descendre sur le bord du lac Ontario ou dans le Vieux-Port de Montréal, puis de passer l'après-midi au soleil en dessous d'un parasol, avec les 2 pieds dans du vrai sable, qui regarde la ville avec de l'eau, mais dans laquelle tu peux pas te baigner parce que tu as tes jetés et tes bateaux. Il y a une expérience de plage qui apparaît. Donc, c'est cette typologie de cette nouvelle-là qui est des plages urbaines. Une chose qu'on ne sait peut-être pas de ces plages-là, c'est qu'il y a un côté artistique. Oui. Mais la première, effectivement, et j'ai vu le tableau la semaine dernière à Chicago, au musée d'art moderne. C'est un tableau de Seurat, un dimanche après-midi à la Grande Jatte, un tableau d'une foule qui est debout, assis à l'ombre, sur une plage verte de pelouse, qui regarde la Seine, mais qui donne effectivement l'humeur de ce tableau-là. C'est l'humeur qu'on a transposée quand on a fait le concours pour HTO ou Sugar Beach à Toronto, qui fait que les réponses à notre manière qu'on a composé ce parc, on les a empruntées au tableau. Alors, c'est quand même, il y a un saut, tu sais, on parlait de la manière qu'on travaille. On emprunte toujours quelque chose quelque part qu'on vient détourner. Et c'est là qu'on l'amène ailleurs. Une fois que vous avez fait une installation, bon, vous la faites, vous l'installez et vous partez. Oui. Comment savoir si ça marche ou que ça marche auprès du public? Bien, une fois qu'on l'a conçu puis qu'il est construit, ce n'est plus à nous. Hein? On ne l'opère pas, nous ne l'entretenons pas, mais on conserve nos yeux quand même sur l'objet créé. Et je dois dire qu'on s'en tire assez bien. Pour moi, de voir quand les gens l'utilisent, les succès que nos plages ont, les boules, les tableaux ou d'autres parcs qu'on fait, et quand les gens sont là, pour moi, c'est la réponse que ça fonctionne très bien. Et quand je dis les gens, c'est la population générale, les jeunes, les plus vieux, les touristes, les locales qui y habitent. Et toute cette amalgame-là, c'est une... Mais s'il n'y a personne, ça, c'est plus triste. Mais ça n'arrive pas. Non, on s'en tire assez bien. Ici, on voit le Jardin des Marguerites. Qu'est-ce que c'est ça, au juste? On est au Musée des Beaux-Arts à Montréal, sur la rue Sherbrooke, dans le jardin de sculpture. C'est nos petites marguerites. Tous les gens sont interpellés. J'écoutais, il y avait 2 dames qui sortaient du musée, qui ouvrent la porte, puis là, ils se touchent. « Hey, qu'est-ce que c'est ça? » Ben là. Puis tu sens qu'ils ont un plaisir à être là. C'est des éléments qu'on achète d'un distributeur qui vend au ministère des Transports ou aux municipalités qui font de l'asphalte. Et une fois que les rues sont complétées, avant que le lignage soit fait, c'est des post-it qu'on je suis sûr que vous reconnaissez. Ils sont avec un autocollant, avec un pitch collé sur l'asphalte. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a collé 3500, des blanches et des jaunes, combinés ensemble pour créer l'idée d'un jardin de fleurs. Comment réagit notre distributeur quand vous appelez pour faire une exposition? Il se souvient quand tu rappelles une deuxième fois. Il y a sûrement des gens qui voient vos installations puis qui trouvent c'est du superflu. Pourquoi on dépense de l'argent là-dessus? Parce que c'est sans doute des projets qui coûtent cher. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? J'ai de la difficulté à leur répondre.
Mais pour moi, l'idée de vivre dans un lieu qui a une certaine esthétique, une certaine... qui porte des valeurs, je trouve que c'est important. Parce que sinon, ça vaut pas la peine. Tu sais? Get me out. Si on n'a pas de lieu où est-ce qu'il y a des valeurs sensibles, un petit peu de poésie, pas de la poésie en parlant, mais juste d'être happé par des éléments sensibles une fois de temps en temps, ça fait du bien. Alors pour moi, ce n'est pas du luxe, ce n'est pas du superflu, c'est juste du réel. Puis le réel n'a pas toujours besoin d'être horrible. Alors c'est juste, pour moi, c'est hyper important, et ça a des retombées économiques positives, j'en suis certain. Vous avez fait des projets à Montréal, à Toronto, un peu partout. Est-ce qu'il y a une ville, quand vous voyagez dans le monde, est-ce qu'il y a une ville avant-gardiste, une ville qui vous vient en tête en disant ça, c'est vraiment une ville modèle au niveau du paysagisme urbain? Bien, il y en a plusieurs. Copenhague, en Europe, est quand même je trouve que pour moi, c'est une ville que j'admire, que je trouve très belle. Hein? Une ville qui a un passé, puis une tradition, puis un patrimoine important. Et qui est aussi capable de travailler dans la modernité et travailler dans la contemporanéité, qui veut dire ce qui est l'actuel. Sans tout bafouer, puis de travailler les vélos, les autos, la culture, la nature, tout ça entremêlé, et qui sont capables de parler anglais lorsqu'il y a des gens qui viennent les visiter, sans l'impression qu'ils vont perdre les Danois qu'ils sont. Je les trouve assez beaux. Est-ce que c'est strictement européen ou est-ce qu'on a des villes en Amérique du Nord qui sont un exemple à suivre? Je trouve Toronto, dans sa lancée, depuis ces 20 dernières années, je la trouve assez belle. Je trouve que les Torontois sont ouverts. Je trouve qu'ils n'ont pas peur des gens qui viennent d'ailleurs, parce que la ville est constituée strictement de gens qui viennent d'ailleurs. Et il y a comme je trouve qu'ils ont une belle ouverture, puis qu'ils n'ont pas toujours l'impression d'être menacés par l'autre, par d'autres cultures. Et ça fait je trouve qu'il y a une culture torontoise qui est en train de s'établir forte. Et c'est rendu une ville. Ils sont ouverts. Je trouve qu'ils sont prêts à prendre des risques sur des aspects qu'ici, on est peut-être... qu'on donne la prétention qu'on l'est, mais je ne sais pas vraiment si on l'est tant que ça. Toujours à Toronto, il y a la fameuse autoroute Gardiner qui sépare justement ce bord de l'eau avec la ville. Il y en a qui disent qu'on doit démolir, enterrer, etc. Encore une fois, avec vos yeux de paysagiste urbain, qu'est-ce que vous feriez? Nous avons participé avec le concours qui ne s'est pas développé, et on avait comme mandat effectivement la portion d'une démolition d'autoroute. Mais je pense que qu'on démolisse ou qu'on conserve, dans les deux cas, il y a une façon... Tu sais, tu travailles avec la réalité dans laquelle qui t'est offerte. Et il y a des éléments et des pour dans les deux conditions. Mais pour moi, l'idée de se rattacher vers l'eau et d'enlever l'obstruction, c'est sûr que c'est un élément positif. Mais est-ce que tu vas payer des milliards et des milliards et des milliards? Ou tu prendrais ces milliards-là pour injecter ailleurs? Hein, c'est quand même des grosses questions. Mais l'idée de se reconnecter avec son lac, c'est excellent. Je trouve que c'est fondamental. La personnalité, c'est ça, et c'est comme ça que Toronto s'est établi, à cause de la présence du lac. Vous faites un travail où vous êtes obligé d'être avant-gardiste, où vous êtes obligé d'être nouveau, vous êtes obligé d'être frais, vous êtes obligé de vous démarquer. Comment vous faites justement pour demeurer avant-gardiste, pour garder cette fraîcheur-là, pour continuer de détonner les gens? C'est toujours ça nous inquiète constamment. À chaque nouveau mandat, on a toujours l'impression, on ne peut pas jamais s'asseoir sur ses lauriers parce que tu vas te faire déloger immédiatement. Alors, il faut demeurer critique, il faut demeurer ouvert, il faut éviter de devenir complaisant. Je ne sais pas comment on fait. Il faut demeurer allumé, il faut continuer à voir les choses. Il faut être connecté à ce qui se passe autour de soi, socialement, politiquement, culturellement. Il faut essayer de demeurer de son temps. Mais sans toutefois, je pense, tirer notre passé, mais
Puis pas juste travailler dans la nostalgie, mais d'essayer de le travailler avec une perspective ouverte, mais dans une idée de sensibilité. Tu sais, quand on dit que tout ça, c'est inutile, moi, je continue à croire que non, ce n'est pas inutile. J'aime vivre dans une ville qui est belle. Puis j'aimerais être capable d'y participer. Claude Cormier, merci beaucoup. Merci. C'est d'inventer des nouvelles façons de travailler puis de concevoir des jardins. Donc, ça revient quand même au point de départ. Quand vous avez commencé dans le paysagisme urbain, est-ce qu'il y en avait beaucoup qui se faisaient à ce moment-là? Parce que ça fait quand même un bon bout de temps que vous faites ça. Oui, ça a toujours existé. Tu sais, à Paris, avec Haussmann, où est-ce qu'il a démoli des secteurs de ville pour créer des immenses avenues. Central Park à New York, l'idée du Mont-Royal, High Park à Toronto. Tu sais, de créer ces grands parcs dans des milieux urbains, c'est travailler le paysage urbain dans nos villes. Maintenant, qui vient vous voir pour créer ces installations, ces parcs urbains? Qui sont vos clients? On en a toutes sortes. On a des municipalités, on a la ville de Toronto, la ville de Montréal. Alors, c'est tout ce qui touche l'aménagement urbain en tant que tel par le travail du paysage. Maintenant, vous avez étudié en agronomie au départ. Je pense que vous avez grandi sur une ferme. Comment est-ce qu'on passe de l'agronomie à ce que vous faites en ce moment, qui est « on ne peut plus urbain ». Bien, c'est quelque chose qui a évolué à travers ma pratique. Puis effectivement, oui, j'ai grandi sur une ferme. J'ai étudié en agronomie dans l'idée de faire de la génétique de plantes. Mon rêve plus jeune était d'inventer une fleur, une rose. Et une fois complété mon cours de baccalauréat en agronomie en Ontario, j'ai réalisé que les sciences et moi n'étaient pas très compatibles, mais j'avais toujours eu un attrait pour le paysage. Pour faire sa marque dans une ville, il faut être audacieux, et c'est ce que Claude Cormier a réussi à faire. Claude Cormier est un architecte paysagiste, mais ce qu'il fait, c'est de l'art. Il crée des espaces publics urbains. Parmi ses projets, les boules roses qui traversent le village gay à Montréal, les plages urbaines de Toronto, Montréal et bientôt Kingston, et les champs de marguerites et de pavots qui ont agrémenté les espaces extérieurs du Musée des beaux-arts de Montréal. Rien n'indiquait que le jeune Claude allait faire carrière dans la grande ville. Après avoir grandi sur une ferme au Québec, Claude fait des études en agronomie à l'Université de Guelph. Il découvre ensuite l'architecture du paysage à l'Université de Toronto. Quelque temps après, il rentre à Montréal pour fonder sa compagnie. Et de projet en projet, Claude Cormier est devenu une référence dans son domaine. Claude Cormier, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte paysagiste. Maintenant, quand je pense à cette profession-là, je pense, c'est quelqu'un qui peut organiser mes plates-bandes puis faire un patio. Il faut dire que c'est pas tout à fait ça que vous faites, n'est-ce pas? Pas tout à fait. C'est beaucoup plus que ça. On travaille principalement sur l'urbain dans la ville. Alors, on travaille à organiser des morceaux de ville, des places publiques, des rues, positionner des bâtiments dans des ensembles, et ce qui fait qu'on crée un genre d'ensemble. L'aménagement du paysage à l'époque était effectivement des jardins plus de ce qu'on connaît habituellement dans des jardins traditionnels, résidentiels. Et lorsque j'ai commencé à étudier à l'Université de Toronto en paysage, je suis arrivé en ville. Hein? Tu pars de la campagne et tu te ramasses au centre-ville de Toronto.
Ce fut tout un éveil, une découverte, et je suis tombé en amour avec la ville, avec l'urbanité. Et au cours de mes études en paysage, effectivement, j'ai appris à reconnaître c'était quoi la ville, et mon idée de paysage, de jardin résidentiel s'est transformée en travaillant avec le concept de la ville. Et pour en revenir à l'idée de la génétique de plantes, c'est ce que je fais avec du paysage.